Hello à tous et bienvenue dans mon podcast. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Raphaël, qui est policier et qui a eu des moments compliqués dans sa vie. Malgré tout ça, il a réussi à réaliser sa vie pro et perso. Donc, je suis vraiment contente de l'accueillir aujourd'hui. Raphaël, comment tu vas? Écoute, impeccable, merci Inès. Impeccable, content de pouvoir échanger avec toi en tout cas. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu pourrais nous dire un peu plus, tu pourrais nous en dire un peu plus sur qui tu es? Ouais, alors, comme tu as dit, donc, je suis policier. J'ai 37 ans, je suis marié, j'ai trois enfants et à côté de ça, depuis quelques années maintenant, j'ai pas mal travaillé sur de l'accompagnement, sur de la préparation mentale avec des sportifs. Et j'ai aussi pas mal travaillé sur tout ce qui était lié au traumatisme. Euh, Différents traumatismes, mais aussi tout ce qui touche les traumatismes en opérationnel pour les métiers d'urgence. Donc voilà, c'est un peu, j'ai un peu tablé sur deux tableaux complètement différents, mais qui au final sont très complémentaires, parce que très souvent, il y a des liens qui sont faits entre ces deux univers, hein, qui sont un peu plus le thérapeutique, on pourrait dire, et un peu plus tout ce qui est lié au coaching. Donc voilà, c'est un peu les deux univers dans lesquels j'ai pas mal gravité, et je gravite encore aujourd'hui. Ok, j'en profite du coup pour rebondir là-dessus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton enfance, dans quel contexte tu as grandi, quelles étaient les principales difficultés que tu as pu rencontrer quand tu étais enfant? Ouais. Alors, il y en a deux en particulier euh, que j'ai vécu. La première, c'est un cancer à l'âge de 5 ans. Donc, on m'a diagnostiqué, donc c'est une tumeur de Wilms. C'était un cancer du rein, Ok. euh, un cancer de stade 4 qui touchait donc mon rein, une partie du poumon, le diaphragme et qui touchait aussi les intestins. Donc, j'ai été longtemps hospitalisé. Comme beaucoup, bah, tous les traitements, chimiothérapie, radiothérapie, avec la finalité, une ablation du rein, d'une partie de la plèvre, du poumon, du diaphragme, et plus, on va dire, des quelques séquelles liées au traitement de chimiothérapie sur le cœur, mais aussi la radiothérapie au niveau du développement du poumon et sur les intestins aussi, qui m'ont impacté, surtout, je dirais, devenu adulte. Ça m'a laissé des séquelles que j'ai vraiment, où j'ai pris conscience de l'impact que ça avait sur moi, sur mes capacités alors, physiques, un peu sur ma santé aussi, une fois devenu adulte. Ok. Et un deuxième événement, euh, quasiment après ma maladie, où là, pendant plusieurs années, je vais avoir vécu des violences sexuelles de la part d'un de mes demi-frères pendant voilà, plusieurs années où, lorsque j'allais chez mon père, voilà, je vivais ce type d'événement. Et ça a duré voilà, quelques temps, jusqu'à temps que je n'ai plus chez mon père, finalement, vers l'âge de 11 ans à peu près. Donc voilà, je dirais les deux faits marquants Ouais. de ma vie, même s'il y en a eu d'autres. Mais disons que c'est les deux faits marquants de mon enfance qui vont avoir un très très gros impact, ou je dirais une très grande influence sur ce que je vais devenir adulte, ce que je vais faire en tant qu'adulte, ce que je vais construire une fois adulte, mais aussi des problématiques que je vais rencontrer une fois devenu adulte. Donc voilà, voilà un peu pour mon enfance et les faits marquants. Merci pour ton authenticité et pour le courage que tu as d'en parler à cœur ouvert et surtout en interview. C'est beau d'en arriver là. Est-ce que à ce moment-là, tu avais de l'aide de tes parents ou peut-être de professionnels de santé ou des inspirations sur lesquelles tu as pu compter dans ces moments-là ou pas du tout? Alors, pour ce qui est de la maladie, j'ai été plutôt, je dirais, bien encadré. J'ai eu la chance, je dirais que
ma mère connaisse les bonnes personnes, ce qui fait que j'ai été bien pris en charge dans les bons hôpitaux. Voilà, faut pas se leurrer, mais bah, il y a toujours un aspect qui peut être financier, qui peut être aussi de connaître les bonnes personnes au bon moment pour parfois avoir les bons diagnostics. Tout ça, Mm. c'est des petites choses, mais qui peuvent jouer. C'est un fait, c'est comme ça. Quand c'est de ton côté, bah, c'est tant mieux. Ouais. Quand c'est pas de ton côté, bah, parfois ça peut être plus délicat, plus tragique, mais en tout cas, voilà, sur cette part-là, j'ai eu de la chance, en tout cas, de pouvoir être rapidement pris en charge dans les bons hôpitaux, avoir les bons soins. Ensuite, j'ai été, d'un point de vue familial, très accompagné, même si j'avais des parents qui étaient séparés, mais ma mère était extrêmement présente. Euh, j'ai des grands frères et grandes sœurs, bon, avec qui j'ai vraiment une grande différence d'âge. J'ai 11 et 12 ans d'écart avec, qui ont été Ok. très présents aussi. Donc voilà, surtout quand on est enfant, je pense que le monde qui nous entoure a une véritable influence en termes de force, parce que je pense qu'un enfant seul ne fait pas grand-chose, puisqu'il a besoin de figures d'attachement, justement, Bien pour sûr. pouvoir s'appuyer sur eux. Et je pense qu'en tout cas, ça a énormément contribué dans ma capacité à guérir, je dirais, parce Ok. que j'ai reçu beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Voilà, pour moi, en tout cas, je pense que pour un enfant, ça contribue énormément. Ouais. Je dis souvent qu'un adulte, quand ça lui arrive, ce type de maladie, l'entourage va énormément jouer, mais un adulte qui décide de baisser les bras, bah, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Un Oui. enfant, généralement, lui, il va vivre ses épreuves, sa maladie, à travers l'entourage, en fait. Et Mm. si l'entourage le tire vers le haut, lui donne de l'amour, lui montre le côté positif et essaie de le considérer comme un enfant, je dirais, normal, l'enfant va un peu suivre tout ça. Et c'est là où je pense que c'est un peu ce paradoxe, c'est que c'est autant une chance qu'un inconvénient de l'avoir aussi jeune. C'est une chance parce que on est très malléable et donc on peut vraiment être impacté de la bonne façon par notre environnement. Mais c'est aussi un inconvénient parce que ça veut dire qu'enfant, c'est nos fondations, c'est sur Oui. notre enfance, c'est là où on construit toutes les fondations qui feront de nous un certain adulte. Et Mhm. donc, tous ces événements qu'on peut appeler ou étiqueter comme difficiles, traumatisants, Mhm. vont avoir un impact qui très souvent va être difficile à déceler. C'est-à-dire qu'on va se construire sur ça, ça va devenir un peu notre norme, mais c'est-à-dire qu'on va aussi mettre plein de mécanismes en place pour compenser ça, pour compenser des peurs, pour compenser certaines souffrances, et donc, ce qui nous a aidé à survivre enfant, paradoxalement, va très souvent devenir un peu un poison une fois devenu adulte. Euh, c'est parfois ce qui nous a aidé à nous construire enfant, à mettre des mécanismes qui nous permettent finalement de survivre, qui vont faire qu'une fois adulte, on va avoir parfois du mal à vivre pleinement une vie Ouais. je dirais, épanouissante. On va toujours rester dans un peu en mode de survie, parce que nos fondations, en fait, reposent sur ça. On s'est construit sur ça, on a fait un Oui. peu une norme qui repose sur ça, et donc je m'en suis rendu compte très tard de tout ça, mais j'ai longtemps pensé que c'était une chance d'avoir une maladie enfant, mais j'avais jamais vu aussi l'autre versant, c'est-à-dire que on met en place beaucoup de mécanismes, beaucoup de croyances, beaucoup de choses, on ne se rend pas forcément compte qu'une fois devenu adulte, bah, on va aussi s'enfermer là-dedans. Bien sûr. Et pour ce qui est des violences sexuelles, c'était encore différent parce que comme c'était très rapproché de ma maladie, j'ai jamais parlé de ce qui m'était arrivé. Je l'ai jamais évoqué. Donc en fait, je suis tombé dans une forme de mutisme hein, où Mhm. j'ai tout gardé. J'ai jamais rien montré, j'ai jamais rien dit, même si d'extérieur, il y avait plein de signes qui montraient que j'avais des problèmes sur certains comportements, sur des problèmes émotionnels, sur des tocs qui apparaissaient, sur plein de choses comme ça qui, lorsqu'on connaît un petit peu, peuvent être Les des alertes. indicateurs, Mhm. voilà, des témoins, un peu ouais, je dirais sur un tableau de bord, quoi, il y a des voyants qui s'allument et qui peuvent indiquer que là, il y a peut-être un souci. Mais disons que j'ai jamais rien verbalisé, je l'ai caché. Donc je me suis construit avec alors, je dirais pas ce mensonge, mais en tout cas avec un peu ce fardeau Mhm. que j'ai essayé de cacher, de dissimuler. Mais
forcément, un jour ou l'autre, il y a un prix à payer à ça. Tout ce que tu n'as jamais verbalisé, exprimé, tout ce que tu n'as jamais réellement pris soin d'aller travailler dessus, tôt ou tard, il y a une addition et plus elle se fait dans le temps et plus généralement elle est salée en fait. Oui, c'est intéressant que tu parles de ça parce que moi, je dis souvent à mes clients, euh, une émotion, c'est fait pour être à l'extérieur. Mhm. C'est fait pour faire mouvement à l'extérieur. Si tu prends l'étymologie en latin de émotion, c'est ex movere, faire mouvement à Mhm. l'extérieur. Et Ouais, effectivement, quand on les sort pas, ça peut créer des dégâts et même jusqu'à des maladies et ouais. des pathologies. Donc, c'est hyper intéressant que tu parles de ça. Du coup, est-ce que tu penses que, parce que tu as parlé aussi de comment ces événements marquants de ta vie avaient un petit peu créé ta réalité et ton identité, Mhm. est-ce que à un moment donné, tu dis il y a une espèce de revers de médaille où il y a un prix à payer, est-ce que Ouais. tu as dû faire face adulte, peut-être à un Mhm. ou plusieurs événements qui t'ont dit, bon, ah ben là, c'est mon revers de médaille, quoi. Ouais. Euh, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui en fait est assez récent. Euh, aujourd'hui j'ai 37 ans et pendant très longtemps j'étais persuadé voilà, d'avoir suffisamment cheminé sur certaines choses. Je pensais avoir guéri certaines choses, je pensais avoir fait le nécessaire sur certaines choses. Et en fait, c'est un événement, alors je dis lambda, non, parce qu'en soi, j'aurais pu, j'aurais pu clamser Ouais. quand ça m'est arrivé, mais c'est cet événement qui a fait remonter énormément de choses. En l'occurrence, il y a 2 ans, j'étais en vacances et j'étais avec mes enfants, ma femme, et un peu, c'était un peu en altitude. J'ai voulu sauter dans le dos d'un rocher, sauf que j'ai pas fait attention, j'ai atterri sur un haut fond. J'ai pas vérifié là où je sautais. J'ai sauté tête première et j'ai pris un haut fond, donc j'ai pris un rocher pleine tête. Ok. Euh, donc, je m'en sors bien parce que j'aurais pu me briser les cervicales, j'aurais pu des accidents comme ça, il y en a tous les Oui. étés. Et en fait, voilà, je le prends sur le côté de la tête. Donc j'ai un trauma crânien, j'ai une luxation de l'épaule. Rien de très grave par rapport à ce qui aurait pu m'arriver. Mais cet événement-là, en fait, va déclencher une cascade d'autres événements qui vont faire que je vais somatiser, Mhm. euh, entre guillemets. Je vais commencer à avoir énormément de maux de tête. C'est-à-dire que tous les matins, quand je me levais, j'avais des gros maux de tête et j'ai commencé à avoir de la tension. Et en Ok. fait, j'ai somatisé, j'ai commencé à me persuader que c'était mon rein, vu que j'en ai plus qu'un, qui commençait à dysfonctionner. Je me suis mis ça en tête, je ne pourrais pas dire pourquoi, Mhm. mais à ce moment-là précisément, par rapport aux symptômes que j'avais, c'est des symptômes qui peuvent arriver quand on a les reins qui dysfonctionnent. Et à ce moment-là, je me suis mis à me focaliser là-dessus et je ne voyais que à travers ça. Et je me disais, ça y est, mon rein se met à Comment ça? déconner. Mhm. Et donc, j'ai commencé à vraiment avoir peur de mourir. J'ai suffisamment somatisé pour commencer à faire des crises, de la tachycardie, à me retrouver tous les jours à penser que j'allais mourir, jusqu'à finir aux urgences pour faire une batterie d'examens. Où là-bas, les médecins me font tout un check-up, parce que voilà, quand généralement euh, j'annonce mes antécédents, je suis généralement pris en charge, pris au sérieux pour faire la batterie d'examens qu'il faut, donc vérifier mon rein, mon cœur, le bas de prise de sang, tout ça. Il s'avère que tout est parfait. Et donc là, ils me disent, il y a sûrement un gros aspect psychologique. Mhm. Parce que, chose qui m'est jamais arrivée, j'ai passé des années dans les hôpitaux sans jamais me préoccuper de ça. Et là, j'ai commencé à avoir un peu le syndrome de la blouse blanche. C'est-à-dire que dès que j'allais voir un médecin, dès que je savais que je devais aller le voir, ma tension augmentait. Je commençais à avoir plein de signes physiologiques que je n'ai jamais eu auparavant. Et quand je faisais les examens, rien. Et en fait, c'est là où j'ai pris conscience de cet événement que mon cancer, en l'occurrence, les peurs qui étaient liées à mon cancer lorsque j'étais enfant, la Ouais. peur de Ils sont mourir, la ressortis. peur d'être abandonné, toutes ces peurs, toutes les émotions que j'ai eues enfant, que je vivais enfant, Mhm. qui sont bah, quand tu es tout seul à l'hôpital, quand
tu as peur de mourir, quand tu es en chambre stérile, qu'on ne peut pas venir te voir. Enfin, toutes ces petites choses qui sont avec des émotions, moi, je les ai toujours mentalisées. J'ai toujours raconté sans jamais connecter aux émotions qui pouvaient être liées avec ces événements. Et c'est là où j'ai pris conscience que pendant très longtemps, j'ai su me dissocier, en fait, ce qui m'a protégé enfant, c'est-à-dire me dissocier de ce que je ressentais, Mhm. de toutes ces peurs, de toutes ces émotions qu'on a quand on vit ce type d'événement. Bah, tant que tu restes dissocié de ça, tant que tu les as pas ressenties, vécues, bah, en fait, elles sont toujours latentes, elles sont toujours présentes. En Sauf que, sous-marin. comme je disais, bah, à un moment donné, l'addition, il faut la payer. Et généralement, c'est un événement qui va revenir dans notre vie, qui va tout faire remonter. Et c'est comme ça qu'on peut voir sur les traumatismes, il y a des personnes qui parfois, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, peuvent déclencher des syndromes de stress post-traumatique et voir remonter des événements qu'ils avaient complètement occultés en fait, ou qui se rappelaient juste mentalement, mais qu'ils n'avaient jamais ressenti. Et là, c'est ce qui m'est arrivé. Donc ça m'a poussé à faire un gros travail que je continue de faire sur ces événements-là, qui m'ont énormément impacté parce que j'ai pris conscience que bah, des peurs que j'avais, de toutes ces émotions qui m'avaient énormément impacté et qui donc impactaient ma vie. Et j'ai construit énormément de choses sur ça. Et donc, pour juste finir là-dessus, ça devient même un paradoxe parce que on construit énormément de choses en pensant que quand j'aurai une famille, quand j'aurai tel métier, quand j'aurai fait tout ça, alors je serai enfin heureux, je serai enfin bien. Et paradoxalement, c'est qu'une fois qu'on a coché toutes les cases et qu'on se rend compte que bah, Non, finalement, il y a quelque on chose n'est qui toujours va ne pas heureux. pas, bah, ça en devient presque plus stressant, plus angoissant, plus difficile parce qu'une fois qu'on a tout ça, on a peur de le perdre. Ouais. Et une fois qu'on a créé cette forme de stabilité où on a toutes ces choses, bah, on a peur de le perdre. Et c'est ça qui est assez paradoxal parce que ça demande de déconstruire beaucoup de choses pour pouvoir retrouver ce que je dis souvent, de pouvoir revivre de façon saine et pas survivre. Parce que pour survivre, Ouais. tu peux mettre plein de mécanismes en place, mais survivre, c'est pas vivre en fait. C'est pas, tu vis en fait avec la peur de perdre tout ce que tu as construit, tout ce que tu as réussi à mettre en place dans ta vie. Et donc en fait, tu t'enfermes dans une petite prison dorée dans laquelle tu penses, parce que tu as la maison, les enfants, tu as la bonne santé, tu as tout ça, mais en même temps, tu veux plus le perdre. Et en fait, tu t'enfermes là-dedans et tu vis dans la peur. Donc, Eh oui. avant, tu as le fantasme j'aurai tout ça, je serai heureux, mais une fois que tu l'as, tu as la peur de ne plus être heureux si tu perds tout ça. Et en fait, tu es toujours emprisonné dans ce que tu possèdes. Donc, voilà. Et justement, alors, comment t'as fait pour dealer avec ça, le fait de dire, bon, bah, malgré tout ce qui m'est arrivé, j'ai réussi à construire, parce que tu parlais beaucoup de mentaliser les choses et pas les vivre vraiment, en fait, dans ton corps, quoi, les ressentir corporellement parlant, et puis même te laisser traverser par tes émotions. Euh, Comment tu as fait pour traverser ça quand tu as dit j'ai travaillé sur moi, je suis allée voir mes émotions, etc. Qu'est-ce que tu as mis en place pour traverser tout ça? Et aujourd'hui, est-ce que est-ce que tu as une manière différente de voir ta vie? Alors, sur ce que j'ai mis en place, bah, déjà, je me suis fait accompagner, déjà, par des personnes. Après, j'ai aussi fait beaucoup de choses par moi-même. C'est-à-dire, j'ai voulu beaucoup apprendre, essayer de comprendre sur ce que je disais, voilà, la psychologie, tout ce qui touche les traumatismes, voilà, tous ces univers-là, j'ai beaucoup creusé là-dedans. D'abord pour moi, en fait, pour essayer de comprendre mes problématiques. Et après, ce que j'ai essayé de mettre en place, bah, ça a été déjà d'accepter que j'avais des problèmes. Ça, c'est le plus dur au début. Mhm. D'accepter que ce que je pensais avoir guéri ou pas, bah, ça ne l'était pas. Que certaines certitudes que j'avais vis-à-vis de mon passé, bah, en fait, ça s'avérait pas forcément vrai. Et ce qui est dur, c'est que quand pendant des années, en fait, on met en place
certains comportements, en l'occurrence se dissocier de ses émotions, c'est quelque chose qui est très, très, très enfin, commun chez les personnes qui vivent des traumatismes, hein, même très jeunes, pour rendre notre vie supportable. Mais ce mécanisme de dissociation en place, c'est totalement inconscient. Mais on peut passer notre vie, en fait, À côté, dans quoi. ces mécanismes. Et donc, en fait, on ne vit pas vraiment. On survit. On ne se rend pas compte que notre vie est construite sur ces mécanismes. Donc, inconsciemment, on cherche à toujours fuir ce qui pourrait nous faire du mal à certaines situations, à certains événements. Mais en fait, on ne vit pas vraiment. On ne vit pas. On cherche à éviter de la douleur pour rechercher certains Mm. plaisirs. C'est ce qui a fait que pendant des années, j'ai eu des addictions. Ça a été un des plus gros combats que j'ai mené presque, ça a été sur des addictions. Parce que ça me permettait de me dissocier de la douleur, de mes émotions, de ce que je ressentais. Euh, et à partir du moment où j'ai réussi à commencer à me débarrasser petit à petit de ça, Ouais, ça m'a amené à de plus en plus à accepter, il fallait que je ressente ces émotions-là. Et ça a été un gros, gros élément qui m'a aidé à changer, qui est difficile, parce que, comme je dis, c'est comme un truc que tu laisses pourrir, en fait. Une ouais, émotion, si tu veux pas l'avoir, bah, va prendre de plus en plus de place, ça va puer de plus en plus. ouais, Et quand elle est là et qu'à un moment donné, tu ne peux plus la cacher parce que tes addictions, parce que tout ce que tu essaies de mettre en place pour ne jamais la ressentir, bah, tu as de moins en moins de stratégies, où il faut aller de plus en plus loin. Bah, à un oui. moment donné, tu te retrouves comprimé en fait. Et ça devient tellement douloureux que tu n'as presque plus le choix d'aller voir ces choses que tu n'as jamais voulu voir. Est-ce que toi, justement, par rapport à cet amas d'émotions ou ce que tu avais voulu mettre sous le tapis parce que flemme d'aller voir et peur et j'ai pas Hmm. envie de souffrir, est-ce que tu as eu un déclic un jour où ça tu t'es dit, bon, ben maintenant, stop, en fait, faut que je travaille Ouais. dessus. Bah, Non. en l'occurrence, je pense qu'il y a plein de petites étapes. Tu vois, il y a pas, C'est pas j'ai un jamais gros eu, je truc pense, nécessairement, mais un switch, tu vois, où d'un seul coup, tu passes d'un extrême à l'autre, ou d'une vraie prise de conscience énorme. Non, je pense que c'est un cumul de petites prises de conscience qui, souvent, c'est une métaphore qui est connue, mais c'est un peu la métaphore de l'oignon. Très ouais. souvent, les premières couches, euh, celles que tu as conscience, tu les retires, mais tu sais pas qu'il y en a en dessous. Mhm. Donc, les premières couches, c'est les problématiques dont tu as conscience, celles sur lesquelles tu vas aller travailler. Une fois qu'elle est réglée, tu la retires et bah, tu te rends compte que, ah bah tiens, en fait, il y en a d'autres en dessous. Mhm. Et ces couches-là, on peut métaphoriquement, on peut les ramener aussi à notre niveau de conscience. C'est que souvent, tu ne peux pas changer quelque chose dont tu n'as pas conscience. Et plus tu retires ces couches, bah, plus aussi tu montes en niveau de conscience de qui t'es, de tes problématiques, et donc tu évolues au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que parfois, il y a peut-être des événements qui font que tu retires 4-5 couches d'un coup, et voilà, tu vois, mais métaphoriquement, c'est un peu ça, c'est que à chaque prise de conscience, tu retires une couche, et je pense en tout cas que les événements qu'on doit affronter, entre guillemets, Mhm. correspondent aussi des fois au niveau de conscience dans lequel on est. Et que, tu vois, là, je vais digresser sur autre chose qui parfois n'a peut-être rien à voir, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de modes, tu sais, autour de certaines pratiques plus ou moins alors, spirituelles ou dans lesquelles on veut aller très vite d'un coup, tu sais, où on veut avoir un saut de conscience, ou d'un seul coup on Oui. veut avoir une Mhm. sorte d'ouverture de conscience énorme. Et le risque là-dedans, c'est que parfois c'est comme si T'es pas prêt. tu te prenais, ouais, tu te prenais tout, mais qu'en fait, tu n'étais pas prêt. Tu Mhm. n'étais pas prêt à un peu à ouvrir la boîte de Pandore et prendre toutes ces choses que pendant des années, tu n'as pas vues. Ouais. Et c'est là où justement, pour moi, ça peut créer un vrai choc, tu vois, c'est que si tu n'es pas prêt à affronter certaines choses, ben en fait, c'est trop, ça te sature. Donc, c'est pour ça que ouais, c'est plus une succession et quelque chose voilà, qui se fait step Étape by par step, tu vois, au étape. fur et à mesure, Ouais. qui fait qu'au fur et à mesure, tu chemines. Et même si aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut voir, aime promouvoir ce côté très vite, très rapide, tu sais, Bah, il y a le besoin de côté conscience, marketing, il y a le ah, côté voilà, surconsommation, marketing qui rentre en jeu aujourd'hui avec Insta et tout ça, mais ouais, de puis la réalité. c'est vendeur parce que c'est comme si demain, tu as un très, 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 très gros mal de tête. T'as pas envie que quelqu'un vienne te dire, bah écoute, faut peut-être prendre le temps.
comment tu manges, est-ce que tu bois assez, ou non, tu vas voir quoi? Un cachet qui stoppe tout d'un coup. Eh oui. Et voilà, bah, c'est un peu la même chose sur toutes les problématiques qu'on rencontre. C'est que Mhm. quand on souffre beaucoup, on aimerait une méthode miracle qui nous dise en une semaine, tu passes de je suis une grosse merde prêt à me foutre en l'air à j'ai la plus belle vie. Ouais. Mais je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en cette approche-là. Je pense que c'est temporaire. Je pense Ouais, que c'est voilà un médicament ou un pansement que tu mets sur une plaie ouverte, mais tant que t'as ouais. pas, enfin pour moi tant que t'as pas été la cicatriser, Mm. et pour moi aller la cicatriser, ben, c'est aller voir ben, ta réalité en face et pas que les choses qui font plaisir, parce qu'en général tu parlais de niveau de conscience. Et moi, c'est la méthode avec laquelle je travaille. On travaille beaucoup avec l'inconscient. Donc, on va aller chercher justement ces couches en dessous. Mm. Et quelquefois, tu butes contre quelque part ta construction. Tu Ouais, vas buter contre ton ego qui est juste là pour te protéger et pour protéger ben, ouais, tout le background que tu as avec tes blessures, etc. Et c'est un travail que, effectivement, si tu vas en force ou d'un coup, en 3 semaines, tu changes ta life, ben, en fait, c'est comme si tu allais au marteau-piqueur et ton ego, ben, il va. Enfin, ça prend des proportions qui sont ouais, compliquées à gérer. Moi, je l'ai appris à mes dépens parce que les premières, le process que j'ai mis en place, je l'ai testé plusieurs fois sur moi. Et les premières fois où je l'ai testé, ben, en fait, j'y suis allée comme un bourrin. ouais, Et puis, on est suivi en fait énormément. En fait, tu touches pas à des petites blessures conscientes que tu dis, oh, ben ça va, ça va être facile à gérer. Je vais me mettre à faire du sport 4 fois par semaine et l'amour de soi, basta, tu vois. Mais en fait, ouais, pas du tout. Parce que tu ouais, tombes vraiment dans des très grosses douleurs et des blessures profondes. Donc, c'est super intéressant que tu dises ça parce que ça, c'est vraiment un process qui doit se faire. Chaque chose en son temps, que tu aies le temps de ouais. digérer, de comprendre, quelque part d'engrammer, quoi. Si on a Ouais, mis... de l'intégrer. De Ah, voilà. l'intégrer. Après, c'est là où tu rentres dans une différente démarche qui est est-ce que tu veux te soigner ou est-ce que tu veux guérir? Mhm. Tu veux te soigner, il n'y a pas de souci. Tu peux utiliser plein de méthodes, voilà, ou même des addictions, d'alcool, des trucs, des médicaments. Il y a plein de... Si tu veux, c'est facile de vendre quelque chose comme tu veux te soigner, ben, on va retirer la douleur. Mais là, on va jouer sur les symptômes, pas sur la cause véritable. Tu vois, C'est ça. on peut faire disparaître les symptômes, mais la cause, si elle est toujours là, bah, ça sera qu'une question de temps, en fait. C'est de la gratification immédiate. C'est je veux plus avoir mal tout de suite, mais ce plaisir immédiat que tu prends ou cette satisfaction immédiate que tu as, ça sera une douleur à plus ou moins long terme que tu auras. Et aujourd'hui, je sais qu'on c'est vendeur de vouloir soigner vite, de vouloir montrer qu'on peut tout transformer dans notre vie en quelques étapes, en quelques trucs. Je pense que beaucoup plus de personnes sont dans une démarche à essayer de se soigner, et c'est ni bien ni mal, hein, parce que je l'ai fait, plein de gens le font, et souvent on l'apprend à nos dépens. Bien sûr. Mais après, on comprend un peu plus que bah, entre se soigner et se guérir, il y a une vraie différence. Tu vois. Il y en a un où on va vouloir faire disparaître des symptômes, mais finalement, la cause, elle sera toujours là et impactera toujours notre vie. Et un autre où on est dans une démarche de vouloir vraiment guérir, et là, on va aller beaucoup plus en profondeur sur certaines choses. Mhm. Je suis d'accord. À un moment donné, du coup, ta vie a pris un tournant un peu plus positif. Mhm. Est-ce que... comment dire? Qu'est-ce qui te... Enfin, j'ai plusieurs questions en fait qui me viennent. Ouais. Parce que j'ai beaucoup eu de témoignages de personnes qui avaient travaillé dans des corporations. Et Mhm. moi, c'était vraiment un objectif pour moi que d'accompagner ces personnes-là parce qu'elles donnent leur... Enfin, elles sont prêtes à Ouais. sacrifier leur vie pour nous. Et donc, je trouve ça fou. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à devenir policier? Euh, Encore une fois, je pense que tu vois, mon vécu, mon passé, inconsciemment, a fait que je parle bien inconsciemment, a fait que je me suis souvent peut-être senti faible, diminué, parce que physiquement, j'étais moins fort, plus frêle, j'avais plus de difficultés, psychologiquement, j'étais plus impacté, voilà. Et donc, euh, c'est ce qui m'a fait chercher à aller justement dans des univers qui, à la base, ne m'auraient pas été prédestinés. Parce que déjà, l'armée, ça m'était refusé. Ouais. Par rapport à mes antécédents, l'armée sont beaucoup plus
voilà, beaucoup plus catégorique sur, voilà, il faut pas ça, voilà, c'est en termes de santé. Sur la police, j'ai pu faire appuyer avec un dossier. Ce que je pense, c'est que ce qui m'a poussé à ça, c'est que on ne fait pas des métiers, alors je dis la police en l'occurrence, mais par hasard. Tous les Mhm. métiers où tu vas servir l'humain, peu importe la façon, euh, je pense que systématiquement, il y a une histoire personnelle que tu cherches plus ou moins, alors Au je dirais à départ. guérir ou à Mhm. servir à travers ce type de métier. Et donc aller chercher ce métier-là avec tout ce que ça comporte, physiquement, mentalement, émotionnellement, c'était un moyen d'aller me confronter aussi à des choses qui pour moi étaient importantes, de pouvoir servir des personnes, de pouvoir les aider, et de pouvoir aussi aller me confronter à des choses qui, moi, me permettaient, tu vois, de me dépasser, autant sur l'aspect physique que mental. Mais je pense que ça a été beaucoup drivé, tu vois, sur le fait de ne pas vouloir paraître quelqu'un de faible. Tu vois, il y a souvent un driver, et j'ai mis, encore une fois, beaucoup de temps à me rendre compte. Pourquoi se construire un physique athlétique? Pourquoi faire beaucoup de sport? Pourquoi faire des activités un peu extrêmes? Pourquoi faire un métier dans lequel j'aimais me confronter à des situations difficiles, parfois choquantes, à la mort, à des Bien situations sûr. stressantes? Parce que je pense que c'est un moyen de me dire, bah, tant que je suis capable de faire ça, c'est que je suis pas quelqu'un de faible. Mhm. Je suis capable de faire ça. Et Et de se sentir vivant non, aussi quelque part. Par ouais, rapport à ce bah, paradoxe dont tu parlais à la ça aide. survie, ouais. Ça aide. Parce que si inconsciemment, tu as, et ça c'est intéressant, mais c'est sur une autre approche, ça s'appelle l'internal family system, c'est tu as une part de toi, enfant, qui, elle, se voit toujours comme l'enfant fragile, faible. Et bah, l'adulte que tu vas devenir, généralement, va essayer de compenser ça. Mais si cette part-là, elle se voit toujours aussi fragile, faible, potentiellement comme je veux dire, comme quelqu'un qui peut être agressé, qui se sent en insécurité, qui a bah, toutes ces On blessures peut hein, qui le n'ont dire, jamais été hein, comme guéries. une victime. Ouais, Tu peux comme dire le une mot. victime, ça peut être le mot, ouais. Et bah, tu peux construire aussi une image, tu peux construire un personnage, tu peux construire plein de choses pour tenir ça à distance. Ouais. Donc, paradoxalement, au plus je parais quelqu'un de fort, au plus je fais un métier qui sort de l'ordinaire, au plus je fais des activités qui paraissent sortir de l'ordinaire. Tu fais des sports de combat, tu fais un Mhm. métier de policier, ou je dis militaire, ou peu importe, tu vois. Au plus tu fais ces choses-là, au plus en fait cette part faible que tu as, fragile, sensible, victime, tous ces adjectifs qu'on pourrait mettre comme ça, au plus en fait tu la tiens à distance. Mhm. Et donc tu construis un personnage qui t'aide sous une forme mais comme je te disais au tout début du podcast, qui renferme aussi un véritable piège parce que cette part, elle est toujours pas guérie en fait. Elle vit toujours en toi. Et paradoxalement, ça met, je dis beaucoup le mot paradoxalement parce que on est plein de paradoxes, tu vois. Et Mhm. c'est qu'au plus tu as construit cette image, bah, au plus tu te mets à avoir peur de la perdre. Parce que plus je parais fort, c'est-à-dire que en gros, si Oui, je suis policier, je fais des sports de combat, je fais des sports un peu extrêmes, je peux je suis pas fort. montrer que je suis émotionnel, je peux pas montrer que j'ai peur, je peux pas montrer que je suis fragile, je peux pas montrer que je me sens en insécurité. Ça va pas avec ce personnage. Et Oui. donc c'est là où tu t'enfermes dans quelque chose bah, qui tôt ou tard devient un vrai problème. Oui, parce que finalement, tu te mens. Enfin, on parle beaucoup des masques aussi qu'on porte vis-à-vis de nos blessures, etc. Et quelque part, en étant soit le tout ou rien, je remarque ça aussi beaucoup, surtout avec les combattants, Mhm. qui a souvent, c'est soit tout, soit rien. Ouais, Il y a, il y a- et c'est épuisant parce que quand tu es ouais, dans un masque à être fort tout le temps, ben, quelque part, cette part de vulnérabilité ou cette part peut-être plus douce en toi ou de calme, de paix, etc., ben, tu peux pas y toucher puisque ben, no pain, no gain en fait. On est militaire, on n'a pas le droit ouais, de faillir quelque part. Et comme quoi, un ouais, conditionnement, parce que quand on parle de drivers, c'est un conditionnement enfant, peut en venir à développer des traits de caractère adultes ouais, t'empêche d'être pleinement toi, en fait. Comment, ouais. justement, tu as pu, toi, trouver cet équilibre, quelque part? Bah, le trouver, déjà en prendre conscience, ça a été dur. Le premier step? Ça a été le vrai premier step. Et comme je te dis, c'est quelque chose qui est très récent, qui est très récent. Et déjà en avoir pris conscience, ça m'a énormément soulagé parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses en fait. Tu vois,
de pouvoir mettre de la conscience dessus et de voir qu'en fait, sur quoi reposaient énormément de choses que j'avais construites dans ma vie, m'a aidé à me donner une direction dans laquelle je pouvais enfin aller et me dire, OK, je comprends pourquoi j'ai tout ça, pourquoi je fais tout ça, mais aussi pourquoi j'en souffre. Et ça m'a aidé à commencer à poser les premiers jalons sur, OK, bah maintenant, il va falloir que je déconstruise tout ça. Ah ouais. Et c'est ça qui est pas grave. Et c'est aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais. Et pour peut-être donner une anecdote, mais très très bête, tu vois, très longtemps, moi j'ai beaucoup souffert de tout ce qui touche à l'endurance, de par mes antécédents, puisque ça a eu un vrai impact sur ma capacité respiratoire. Et j'ai très longtemps eu honte de ça, très longtemps. C'est-à-dire que dans la police, dans tous les tests que j'ai faits pour Mm. entrer dans la police, pour rentrer dans mon service, quand je pratiquais des sports de combat, en particulier du jiu-jitsu brésilien, mais aussi la lutte à Mhm. livrer. J'étais excellent en entraînement, j'avais plein de prédispositions, mais j'ai jamais voulu aller en compétition parce que justement, j'avais ce frein-là où je me disais, mais les autres, en l'occurrence, ont plus d'avantages sur moi parce qu'ils n'ont pas ma problématique. Ouais. Tout ça, ça m'a poussé à devoir aller déconstruire l'image de je dois être quelqu'un de fort. Je dois être quelqu'un qui est fort, je dois. Et c'est un travail qu'aujourd'hui je fais et qui m'amène à déconstruire énormément de choses, mais qui m'apaise de plus en plus, tu vois, et qui me redonne des perspectives que j'avais pas forcément avant sur ce que je veux faire, sur comment je peux être aussi au quotidien. On va faire une petite pause, si t'es d'accord, et on se retrouve en partie 2. Ça te va? Yes, ça marche. À tout à l'heure. Yes, à tout à l'heure. On se retrouve après cette courte pause. On parlait juste avant de déconstruction. Tu disais que Mhm. tu t'étais construit et après déconstruit. Ouais. De quoi est-ce qu'on parle exactement quand on parle de déconstruction? Euh, Il y avait beaucoup de choses déjà autour de l'identité, de qui j'étais. Euh, alors après, bah, bien sûr, il y a beaucoup de croyances autour de ça. Et ça demande de- d'être capable de différencier un fait d'une croyance. Euh, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au marathon, je pense que c'est quelque chose qui peut faire sens pour beaucoup de gens. Euh, Pendant très longtemps, je disais que tu vois, j'avais très honte de mes capacités respiratoires. Et donc, pendant des années, quand j'ai passé des tests pour rentrer dans la police, pour rentrer dans le service dans lequel je suis aujourd'hui, j'ai dû passer des tests. Et dans tous les tests, dans les métiers comme ça, tu as des tests d'endurance. Des Luc Léger, des Cooper, des 2000 mètres, voilà. Ce qui pour moi est une vraie épreuve. C'est-à-dire que pour arriver à aux notes admissibles, à ce qui permet de passer, moi, ça me demandait des grosses préparations pour arriver, ce qu'on va dire, au strict minimum. Ce qui, parfois, pour beaucoup de gens, j'en voyais beaucoup hein, qui étaient moins sportifs, qui fumaient, qui faisaient moins de sport, voilà, arriver à être largement meilleur que moi. Donc ça, pendant très longtemps, crée beaucoup de frustration. Et aussi, l'image autour de ça. Euh, il y a un parallèle à faire avec les sports de combat, encore une fois, hein. L'image d'un policier, tu as une image qui va avec. C'est un univers, qu'on le veuille ou non, dans lequel l'image que tu renvoies, elle est très importante. Euh, Il y a, plus tu rentres dans des services où tu veux te spécialiser, plus, bah, c'est pas un concours de bits, hein, mais Pas il y loin. a quand même une image à véhiculer qui est très souvent sur des paramètres de est-ce que je suis fort, est-ce que j'ai du courage, est-ce que j'ai du mental, voilà. Et tout ça, Mhm. c'est des paramètres qu'on peut prendre et qui vont permettre de jauger une personne. Le cardio, en l'occurrence, quand tu prends dans n'importe quel sport, c'est un peu est-ce que tu as la caisse? Tu vois, c'est un peu. On admire très souvent les gens qui ont la caisse, qui ont un gros cardio. Tu vois, ça souvent, c'est vrai, hein, inconsciemment, une connotation de ah, le mec, il envoie. Ou la nana, tu vois, elle envoie la caisse. Voilà. Donc, moi, j'ai très souvent eu honte de ça. Parce que, pour la petite anecdote, en école de police, après le premier footing que j'avais fait, où j'avais tout donné. Le moniteur, le moniteur de sport, à la fin de cette séance,
me met une cartouche un peu gratuitement, mais n'était pas destiné à proprement dit, mais les propos qu'il a tenus me concernaient. Savoir, il avait remarqué que certains avaient l'air de jouer les branleurs et que on allait intérêt à se sortir les doigts du cul si on voulait faire une année complète. Autrement dit, par rapport au physique que j'avais, l'image que j'envoyais de sportif Mhm. n'était pas en adéquation avec mes résultats. Et donc, c'était souvent pris pour de la nonchalance, ou j'étais un branleur, ou que je m'entraînais pas et que je faisais juste l'esthétique. Ouais. Et il m'avait donné un surnom qui était la Ferrari au moteur de 2 chevaux. Autrement dit, tu as l'apparence d'une Ferrari, mais tu as un moteur qui avance pas, donc tu as un cardio éclaté. Mhm. Et c'est quelque chose qui m'a énormément impacté. J'avais très honte de ça. Et étant dans un métier où bah, tu es souvent confronté à devoir prouver physiquement, bah, ce que je n'avais pas au niveau cardio, je l'ai compensé par le physique. Donc par les sports de combat, par la force, par tout, par le mental. Tu vois, j'ai énormément compensé par mon mental, par d'autres aspects, parce que je ne pouvais pas au niveau cardio. Et donc, c'est quelque chose que j'ai eu très longtemps honte. Parce que ça me renvoyait une image de je suis quelqu'un de faible. Je suis quelqu'un de faible, de moins bon, de fragile. Et j'avais tellement honte de ça. Et à partir du moment où on a honte, c'est qu'on a une grosse charge émotionnelle. La honte, c'est une charge émotionnelle qui est très, 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 très impactante. Peu importe hein, ce qu'on fait dans notre vie, à partir du moment où on a de la honte vis-à-vis d'un événement, d'une situation qu'on a pu vivre, la honte nous pousse à vouloir cacher, à vouloir dissimuler. On peut même voir physiologiquement quelqu'un qui a honte d'une situation, d'un événement, naturellement, inconsciemment, la première chose qu'il va chercher à faire, ça va être de se cacher. On veut se faire tout petit, on veut disparaître, on aimerait être invisible. Toutes les expressions qui vont avec la honte sont souvent liées à je veux plus qu'on me voit. Donc je vais chercher à cacher, à dissimuler, à mentir, à, à faire en sorte qu'on ne voit pas cette chose-là. Au quotidien, ça peut être un poison. Donc là, moi, je parle par rapport à l'endurance, mais pour n'importe quel individu qui a vécu des événements dans son passé qu'il n'a pas guéri réellement et pour lesquels il a de la honte, Mhm. eh ben, ça impactera systématiquement sa vie au présent. Systématiquement, tant qu'il aura de la honte pour ça. Et moi, ce qui m'a aujourd'hui poussé à vouloir aller précisément là où j'avais le plus honte, ça a été de me lancer justement des défis physiques. J'en ai souvent fait. Mais là, pour celui-ci, c'est de courir un marathon. Pendant des années, j'étais persuadé que je ne pourrais jamais faire de course à pied, faire de marathon, c'était impossible. Et ce qui, encore une fois, montre une chose, c'est que il y a un fait et une croyance. Un fait, c'est je ne pourrais jamais courir un marathon en 2 heures. C'est un fait parce que Mhm. physiquement, physiologiquement, mon corps ne me le permet pas. Mes antécédents par rapport à ma maladie ne me le permettent pas. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire que Mhm. c'est quelque chose qui est quantifiable, c'est un fait, c'est une forme de vérité, c'est comme ça. Maintenant, les croyances qui découlent de ça, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, je ne peux pas courir un marathon, ça ne doit pas se transformer en fait, je ne pourrai jamais courir un marathon en 2 heures, c'est un fait, mais c'est pas je ne pourrai jamais courir un marathon. Et très souvent, quand on vit des événements ou quand on a certaines charges émotionnelles par rapport à des choses, on va avoir tendance à confondre ce qui est un fait. Voilà, tu ne peux pas sauter de 30 étages et atterrir par terre. Ça, c'est un fait. Voilà, tu ne peux pas défier des lois qui sont universelles, des lois de la gravité. Il y a des choses qui sont universelles. Mais après, il y a plein de croyances qui souvent vont découler de ça. Et quand on prend une croyance vis-à-vis de quelque chose de je ne suis pas capable de, je ne peux pas faire ça, j'ai pas les capacités, je suis trop petit, je suis trop gros, j'ai pas assez ceci. Là, très souvent, on voit qu'on rentre en fait dans des croyances. Mhm. Croyances, c'est elles on parle très souvent de croyances limitantes, mais je ne crois pas forcément au concept de croyance limitante comme il est souvent vendu. C'est que une croyance, elle est autant limitante que aidante. Très Ça souvent, dépend si on a mis si cette c'est croyance en place, Mhm. c'est qu'elle nous protège. Si Mhm. moi, pendant des années, je me suis dit, je ne suis pas capable de faire ça, c'est que, inconsciemment, je ne voulais pas m'y exposer parce que j'avais peur d'être perçu comme mauvais, comme faible,
comme quelqu'un qui n'avait pas les capacités, qui n'avait pas les compétences. Et donc, en ne faisant pas ces choses-là, je m'évitais la douleur d'être jugé, d'être critiqué, d'être abaissé, d'être minimisé, de voilà. Donc, Mhm. au même degré que ça m'aidait à ne pas vivre une certaine douleur, ça me limitait dans une autre parce que j'ai jamais fait certaines choses que j'aurais aimé faire. Et ça, on peut le transposer à tout. Pour revenir sur les combattants, il y a beaucoup de pratiquants de sport de combat que j'ai côtoyés, avec qui j'ai travaillé aussi, qui confondaient, tu vois, un fait, voilà, je suis comme ça, il m'est arrivé ça, ou j'ai ça, avec je suis trop ceci, je suis pas assez cela, j'ai pas assez ceci. Et c'est là où il faut vraiment remettre en conscience, OK, il y a un fait, j'étais malade, ça a impacté ma vie, ça a impacté ma santé. Et aujourd'hui, ce marathon, en l'occurrence, c'est d'apprendre à faire les choses pour soi et pas par rapport aux autres. Donc ça Mhm. demande de déconditionner toutes les peurs qui sont souvent associées à ça. Peur d'être Oui, jugé, la peur d'être critiqué, la peur d'être vu comme quelqu'un de faible. Euh, Ça, c'est le gros travail que j'ai eu à faire et que je fais encore, c'est ça, ce déconditionnement. Mhm. C'est, si je reprends encore l'analogie avec des sports de combat, il y a énormément de combattants que j'ai côtoyés qui se sont construits sur cette image parce que plus jeunes, ils ont vécu des événements difficiles dans lesquels ils se sont vus être faibles, parents violents, exemple typique, Mhm. euh, parents violents, donc je subis, je suis pas capable de répondre parce que j'ai pas les capacités physiques, j'ai pas la capacité psychologique de répondre, de me défendre, de pouvoir partir, de pouvoir faire. Donc, à une période de ma vie, je me suis vu comme faible, je me suis vu comme dominé, je me suis vu comme fragile, je me suis vu comme quelqu'un qui subit. Mhm. Devenu adulte, je vais construire cette image de je vais être le fort, Le je vais être le mécanisme dominant, de je vais être protection celui qui peut dont tout tu me parlais. défendre. Comment? C'est le mécanisme, quelque part, est-ce que là, le sport de combat, ça devient pas le mécanisme de protection dont tu parlais en début d'interview? Ouais, ça devient Justement. exactement ça. Donc, ça va nous aider à développer des ressources, des compétences qu'on n'aurait sûrement jamais développées si on n'avait pas vécu ça. Ouais. Ça va être un élément moteur qui va nous permettre de développer un talent, une compétence, une ressource unique, mais qui a aussi un côté piégeux, c'est-à-dire que tant qu'elle n'est pas rééquilibrée, elle va nous enfermer dans un personnage qui est j'ai peur de paraître faible, tu vois. Et combien de combattants j'ai vus avaient la Mhm. peur de perdre parce qu'ils ne voulaient pas être vus comme faibles, comme fragiles. Niveau émotionnel, c'est des blocs qui ne veulent rien ressentir parce que pour eux, C'est faible. sentir la peur, du doute, sentir c'est être faible, donc tout ce qui va faire écho à leurs blessures, ils vont tout faire pour ne Mhm. pas aller là-dedans. Et Donc pour paradoxalement, quand autant, on ne veut pas quelque chose, on continue d'aller encore plus à son opposé. ouais, comme tu disais tout à l'heure, Ça pour résout jamais le autant, problème, en fait. C'est-à-dire oui. que notre driver, il est toujours la peur. C'est la peur de vivre ça. Mhm. Et la peur, elle nous fait toujours fuir la douleur pour aller vers du plaisir, vers quelque chose de positif. Elle nous fait fuir le négatif pour aller vers du positif. On Mhm. n'est pas en train tu peux pas exprimer pleinement ton potentiel parce que tu es drivé par de la peur. Donc pour moi, si je reviens sur ce projet marathon, ça a été de me dire, OK, je vais aller dans un univers qui est clairement celui dans lequel j'ai le moins de facilité, qui va être le plus difficile, mais qui me permet d'aller voir en fait toutes ces croyances que j'avais construites autour de ça, sur je ne peux pas, je ne suis pas capable, j'ai pas les capacités. Et pour m'aider à ça, j'ai fait quelque chose d'assez simple, c'est que pour voir si c'est une croyance ou si c'est un fait, je me suis servi d'Internet et je suis allé prendre une vingtaine de personnes qui ont déjà couru alors, des marathons, des Ironman, des ultra-trail, qui avaient eu exactement ce que j'avais eu, ou un peu différent. Les cancers, la mucoviscidose, des gens qui ont des anomalies cardiaques, plein de gens qui, sur le papier, N'était pas ont eu capable un problème dans de... lequel on pourrait dire, voilà, lui, il peut pas à cause de, tu vois, c'est le à cause de, tu le transformes en grâce à. C'est Mhm. au lieu que ce soit à cause de, j'ai eu mon cancer, j'ai eu un parent violent, j'ai eu des violences sexuelles, tu vois, les à cause de, Mhm.
bah, tu arrives à les transformer en grâce à. Tu vois, c'est grâce à cette maladie qu'aujourd'hui, je décide de faire certaines choses. Mm. Encore une fois, on ne parle pas de résultats parce que un marathon, c'est tout et rien. Si il y a des gens qui courent des ultra trail, il y a des gens qui font des Ironman, des triple Ironman qui courent. Donc, à l'échelle d'un marathon, c'est rien. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas capables de marcher. Mm. L'exemple que je donne, c'est que si tu prends un mec de la NBA, tu lui demandes de dunker, pour lui, il n'y a rien de. C'est ce qu'il y a de plus simple. Tu demandes à un nain d'aller faire la même chose, ça va paraître Ouais. une performance, ça va paraître extraordinaire. Donc Ouais. c'est là où tu vois, il faut apprendre à différencier le résultat, c'est-à-dire ce que tu veux chercher à obtenir, et qui tu es en train de devenir pour le faire, en fait, pour obtenir ça. Et donc, les réseaux sociaux, Internet contribuent beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'on voit souvent le résultat, Mais on voit pas le chemin. Mm. le cheminement qu'il y a eu. Qu'est-ce que la personne, d'où elle part, en fait? C'est quoi son point zéro? Mm. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important, c'est de ramener toujours, ouais, mais c'est quoi ton point zéro? C'est d'où toi tu pars. Et ce chemin-là, c'est le tien. Il n'y a personne qui le fera comme toi. Il y a des gens qui ont vécu ce que tu as vécu. Il y en a des milliers et des milliers. On n'est pas unique. On n'est pas des gens qui ont vécu des cancers, des violences, des viols, des accidents, des décès. Il y Oui, en a des on y est tous milliers. confrontés, hein. Les événements, il y a des milliers d'exemples qui peuvent montrer qu'on a vécu, qu'on n'est pas unique dans ce qu'on a vécu. Mhm. Par contre, ce qu'on va en faire, ça, c'est unique. Comment on est capable de prendre ces événements-là et d'en faire quelque chose d'unique qui peut servir à d'autres personnes? C'est-à-dire que, je vais finir un peu sur cette phrase, mais tu vois, une phrase qui m'avait marqué, c'était quelqu'un qui m'avait dit, la souffrance, c'est une douleur à laquelle tu n'as jamais donné de sens. C'est que la douleur, on la vit tous. Ouais. Des moments difficiles, des traumatismes, on en vit tous. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui en a jamais vécu. Ça n'existe pas. Donc on en vit tous. Donc la douleur, elle est inévitable. Maintenant, la souffrance, c'est la résistance qu'on va mettre à cette Mhm. douleur. C'est-à-dire, plus tu n'arrives pas à donner de sens à ces événements, plus ils vont être comme un caillou dans une chaussure que tu vas traîner toute ta vie et qui vont te faire souffrir. Et paradoxalement, c'est là où tu vois qu'il y a des gens qui ont vécu les mêmes événements Mais qui et qui ont souffre. réussi à faire ce que je dis, le à cause d'eux, ça devient le grâce à, ça devient leur driver. C'est grâce à ça qu'ils se rendent compte que ils ont construit une famille comme ça, ils ont osé faire un marathon, ils ont osé faire le tour du monde, c'est parce qu'ils ont vécu ça qu'ils ont réussi à faire ça. Et c'est là où ça commence à, pour moi, donner une toute autre signification à ton passé. Mm. C'est pour ça que quand tu arrives un peu à transformer les à cause de mon passé, à cause de j'ai vécu ça, ça devient un grâce à, bah, pour moi, tu es capable de réaliser des choses. Et pour moi, en tout cas, l'objectif marathon, c'est un peu ça. Pendant longtemps, je me suis convaincu, je me suis créé tout un tas de croyances sur je ne serais pas capable de faire ça. C'était devenu une vérité. C'est-à-dire, c'est même plus une croyance, c'était un fait pour moi. C'était avéré, c'était comme ça. Mhm. Maintenant, j'ai compris que c'était une croyance et j'ai déconstruit ça. Et cet objectif, il me sert surtout à ça et surtout aussi à montrer à d'autres personnes. C'est des voies qu'on ouvre pour aussi montrer à d'autres personnes que tu vois, tu peux avoir vécu ça, vécu ça, vécu ça, vécu ça. Et tu peux aussi faire ça. Tu es devenu policier, Mm. d'avoir construit une famille, les violences sexuelles, les viols, tout ça, bah, beaucoup de gens souffrent beaucoup dans leur relation de couple, dans le fait d'avoir des enfants. Tous ces éléments-là montrent que tu vois, j'ai vécu ce passé comme beaucoup d'autres. Mais voilà ce qu'on peut aussi en faire. Et Ouais, c'est une façon, tu vois, de montrer un peu aux autres que, bah voilà, tu vois, c'est un peu l'effet Bannister, c'est parce que tu as des personnes, une fois que tu peux voir qu'il y a des personnes qui ont réussi à le faire, bah ça te laisse entrevoir que c'est faisable en fait. possible. Mhm. Exactement ce que je veux faire passer comme message dans ce podcast, donc c'est chouette. Justement, s'il y a des personnes qui vivent peut-être des événements difficiles comme la maladie ou peut-être même des violences, parce qu'on en a parlé aussi, si tu avais un message à leur donner ou un conseil, si elles traversaient les mêmes choses que toi, mais maintenant, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ou quel conseil t'aimerais donner pour les aider? Alors, niveau conseil, je dis que j'aime pas trop donner des conseils, au sens où
un conseil, très souvent, c'est assez persuasif. C'est-à-dire, je prends ma Oui. façon de voir, ma vérité, comment j'ai vécu les choses, et je dis aux autres comment ils devraient possiblement faire. Mhm. Sachant qu'en fait, on est tous uniques dans notre façon de devoir avancer face à nos événements. Donc, je suis toujours un peu mitigé sur ça parce que donner des conseils, on peut se placer comme en personne qui est un peu au-dessus, tu vois, Oui. qui est, Ouais. voilà, je te dis ce que toi tu dois faire, c'est au sens, je suppose que je sais mieux que toi ce que tu devrais faire. Donc, c'est pour Mhm. ça que niveau, je suis pas trop à vouloir donner des conseils. Maintenant, s'il y avait une réflexion à avoir autour de ça, c'est, je pense que quand on est dedans, parfois c'est très difficile d'entrevoir justement des portes de sortie, de voir que c'est faisable, etc. Et la réflexion que j'aurais, en tout cas sur ça, c'est celle que je viens de te partager, c'est-à-dire voir qu'il y a des personnes qui ont vécu exactement comme toi, qui ont vécu le même cancer, les mêmes violences, les mêmes choses, même parfois, je dirais même pire, tu vois, il y a des gens qui ont vécu des choses encore pires, pires. Et de voir, parfois de se faire une liste, tu vois, de 10, 20, 30, 50 personnes qui ont vécu ces événements et de voir qu'est-ce qu'ils en ont fait. Comment ces événements sont devenus des drivers dans leur vie. Ça ne veut pas dire que c'est facile, euh, Oui. ça ne veut pas dire que ça va être simple à faire, tu vois, mais juste que le fait de voir que des personnes l'ont fait, ça nous montre en tout cas Différentes options. qu'il y a une option qui peut être, je dirais, positive. J'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas qui entrevoit, tu vois, une forme une direction dans laquelle on peut aller qui peut faire que ces événements ne vont pas devenir des fardeaux, mais qu'on peut à un moment donné en faire un cadeau et en faire quelque chose. Mhm. Simplement, je le sais par expérience, c'est que quand on vit ces événements, on est persuadé que nous, c'est pire. Et On est oui. toujours persuadé que oui, mais moi, c'est différent. Et oui. Moi, ma souffrance, elle est différente. Parce que sur ça, on se pense tous uniques dans la souffrance en disant, moi, ce que je vis, c'est pire que les autres et personne ne peut me comprendre et personne. Effectivement, personne peut te comprendre. Personne peut se mettre à la place de l'autre. Personne. Par contre, ce que tu vis factuellement, des milliers de personnes l'ont déjà vécu. Mhm. Donc, on n'est pas unique par nos traumatismes, on n'est pas unique par ça. C'est juste que si on arrive des fois à voir que des personnes qui ont vécu les mêmes choses, le process qu'ils ont utilisé, c'est pour ça que parfois les biographies sont très intéressantes, tu vois. Tu prends Mike Tyson, tu prends toutes ces personnes-là, parce elles te montrent un cheminement. Elles te montrent que, tu vois, il y a des gens qui ont vécu ça, qui avaient des addictions, qui ont fait ça, qui ont vécu ça. Bah voilà comment eux, ils ont cheminé. Tu peux t'en inspirer, Mhm. mais je pense qu'avoir des modèles comme ça te donne une certaine direction. Et pour moi, en tout cas, c'est là-dessus que j'irais, en tout cas, montrer à des personnes que, tu vois, encore une fois, il y a la croyance que tu as qui est je peux pas m'en sortir, c'est impossible, ou à cause de ça, je pourrais jamais être comme ça, tu vois, c'est à cause de ça, je pourrais jamais faire ça, je pourrais jamais être là, je pourrais. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est établi? Ou est-ce que c'est une croyance, tu vois? Et déjà, si tu prends conscience qu'en fait c'est une croyance que tu es en train de créer ou que tu as créé, c'est pas la même chose. Si c'est un fait, tu as eu un accident, tu t'es fait amputer des jambes, c'est un fait, tu ne remarcheras jamais comme tout le monde. Voilà, ça c'est un fait. Mhm. Par contre, dire je ne pourrai jamais marcher 5 kilomètres ou faire une randonnée, faire un trail, faire une course à pied, ok? Bah, va sur Internet, tu verras des gens qui ont été amputés, des gens qui ont. Bah, ils l'ont fait. Ils l'ont peut-être pas fait sous la forme de tout le monde, Oui. de quelqu'un qui a ses jambes. Par contre, ils ont fait leur propre chemin, eux, tu vois, ils ont créé leur propre voie. C'est un Mhm. peu si tu peux pas le faire en volant, bah, tu le feras en courant. Si tu peux pas le faire en courant, tu le feras en marchant. Tu peux pas le faire en marchant, tu le feras en rampant, mais tu le feras quand même. Et tu peux voir que à partir du moment où tu comprends que ce que tu as vécu, c'est pas quelque chose d'immuable, c'est pas gravé, c'est voilà, il y a un fait, il y a ce que tu as vécu, les événements, mais après, il y a comment tu as perçu ces événements et quelle Mhm. histoire tu as créé autour de Ouais. ça. Mhm. Très souvent,
le vrai travail, il est autour de l'histoire. Parce que les Oui, événements, on ne peut pas les changer. Les événements, ils sont dans le passé. Tu ne oui. pourras jamais revenir dessus. Il n'y a pas de machine à remonter dans le temps. Ça, c'est un fait. Voilà, Mm. ce que tu as vécu, c'est un fait. C'est comme ça. Maintenant, toute l'histoire de Tu t'es et c'est raconté derrière, c'est difficile, autre et chose. c'est impossible, et c'est trop, et c'est parce que ceci. Ça, c'est voilà. Ça, c'est l'histoire que tu crées. Mm. Et cette histoire, en l'occurrence, j'ai appris avec le temps qu'on pouvait la changer. Et ça fait bien avec ce que je te disais, c'est tous les à cause d'eux que tu avais pendant toute ta vie, c'est à cause de mes parents, à cause de mon enfance, à cause de ma maladie. Ça peut devenir grâce à mes parents, grâce à ma maladie, grâce à mon enfance, je peux faire ça. Et ouais, carrément. C'est la vision. C'est intéressant ce que tu dis parce que je le dis souvent aussi par rapport aux émotions. Mhm. Tu as parlé de douleur et de souffrance. Et moi, je fais l'analogie au niveau des émotions, que quand on a une émotion, en fait, en vrai de vrai, physiologiquement parlant, elle est censée durer quelques minutes max, tu vois. Ouais. Et que Parce si tu qu'après, ça devient un sentiment. Voilà. C'est-à-dire que l'émotion, elle est saine, peu importe les émotions. Quand on dit positif, négatif, voilà, on met ces termes-là parce que c'est compréhensible, mais une Oui. émotion, ouais, c'est quelques secondes. Après, ça devient un sentiment. C'est-à-dire que l'émotion, elle est physique, elle est physique, elle est faite pour nous mettre en mouvement. Elle est importante, c'est qu'elle nous montre qu'il y a quelque chose. Après, quand ça devient un sentiment, là, ça devient mental. C'est nous Oui. qui maintenons cette émotion et qui, bah, derrière, on va construire ce sentiment et c'est ce sentiment qui s'installe dans le temps. Un petit peu comme la souffrance ou l'analogie entre la douleur et la souffrance. La douleur, Ouais, théoriquement, c'est le truc qui fait que ça te lance d'un coup, t'as ouais, hyper mal, ouais, t'as le battement de ton cœur dans ton doigt, je sais pas, je te dis n'importe ouais, quoi. Mais par contre, la souffrance, le fait de, ben là, par rapport à ça, et si je touche, ça va faire ça, et là, et tout ce qu'on se ouais, raconte derrière, en fait, c'est ça qui fait ouais. perdurer. Donc, C'est exactement ça. Je me suis cogné que pendant un mois, tu continues de te dire, même si ça te faisait moins mal, il n'y a plus rien, putain, je me suis cogné, et puis je peux plus toucher, et puis ça fait trop mal, et puis les gens, ils se diraient, putain, mais ça va, tu t'es cogné il y a un mois, tu vas vivre maintenant. Avec les événements qu'on a vécus, c'est un petit peu ça, même si, bien évidemment, c'est plus délicat à bien cibler, tu vois, mais c'est exactement ça, en fait. ouais, c'est trop cool. Moi, je pourrais parler de ça tellement longtemps. J'adore. Mais c'est bien de le rappeler et de l'avoir de notre point de vue, de ton point de vue à toi. C'est différent de quand moi, je le partage aussi avec mes clients et avec les gens que je côtoie. Une dernière question, Ouais, un petit peu émotionnelle, la question. Si tu pouvais parler ou donner un message à toi, enfant, au petit ouais. Raphaël, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Euh, je pense que si j'avais à dire quelque chose, alors, déjà, je ne voudrais rien changer de ma vie. Déjà, c'est la première chose, ça c'est important. Parce que très souvent, on peut tomber dans le piège quand on a vécu un passé difficile de dire, ah, mais Hmm. si je devais revivre, j'aimerais pas ça, j'aimerais pas ça. Parce qu'on s'imagine que si j'avais pas vécu ça, on aurait eu du positif, ou notre vie aurait été que mieux. Alors qu'en fait, on n'en sait rien. Donc déjà, je ne voudrais pour rien au monde changer ma vie, ce que j'ai vécu. Donc, si j'avais à dire quelque chose, c'est vraiment, euh, ça va être difficile. Tu vas beaucoup souffrir. Il va falloir s'accrocher. Mais tout ce que tu vis là, en l'occurrence, euh, c'est c'est précisément ça, entre guillemets, qui fera que tu peux te construire une vie un peu unique et qui fera que même si aujourd'hui tu n'es pas capable de donner du sens à ce que tu vis, Mhm. tu verras que plus tard, ça sera quelque chose que tu pourras presque remercier et dans lequel tu vois, tu pourras donner du sens. C'est vraiment cette idée-là, c'est que vraiment, voilà, tu vas souffrir, ça va être difficile, tu vas avoir des moments très compliqués, mais tu verras que à la finalité, ça avait du sens et que ça vaut le coup Mhm. parfois de serrer les dents et que le jour où tu pourras donner du sens à ça, tu verras que ça valait le coup en fait. Métaphoriquement, c'est un peu comme grimper une montagne, tu vois, c'est que quand t'es en bas, tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes, tu vois pas, tu comprends pas, tu fais des crevasses, c'est difficile, il fait froid, t'arrives pas à respirer, il y a peut-être de la neige, du vent, c'est un enfer.
Et il n'y a que le gars qui a déjà été en haut qui, lui, continue de te tirer, dit non, mais ça vaut le coup, accroche-toi, parce que je sais ce qu'il y a là-haut, tu verras. C'est justement, c'est parce que tu as passé ces crevasses, parce que tu as cru que tu allais mourir, parce que tu as eu du mal à respirer, que tu apprécieras encore plus le chemin là-haut. Et au moment où tu fais ça, et que tu arrives là-haut, tu dis, ah ouais, ok, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi j'ai dû passer par tout ça. Et si j'étais pas passé par tout ça, bah, j'aurais jamais pu vivre ce que je vis là et ce que j'aimerais vivre. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée de transformer les à cause d'eux, tu vois, en grâce à. C'est vraiment ça l'idée en tout cas. Le mot de la fin. Et bien, du coup, merci pour ce partage et ce témoignage inspirant, parce que vraiment, c'est une interview que j'attendais et qu'on a eu Ouais, des difficultés à mettre en ouais, place. c'est vrai. Mais comme quoi, malgré les difficultés, ça valait grave le coup. Et Ouais, ça m'a fait très plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de partager peut-être des ateliers ou d'autres, même d'autres thématiques parce que ouais. t'as plein de choses à partager et je trouve ça génial. Donc voilà, merci à toi. Merci Inès. Merci en tout cas de ton invitation et avec grand plaisir d'avoir échangé sur ces sujets en tout cas. Ok, du coup, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.